Je suis très contente avec toute l'équipe, au nom de toute l'équipe. Nous sommes très, très heureux de pouvoir vous accueillir ici. Atitia a toujours été une place d'abord pour les scolaires, avant tout, et ensuite pour toutes les associations et la communauté, la grande famille de Moria qui voudrait organiser un événement culturel ou un événement familial. Atitia est également ouvert pour ces événements-là parce que ça permet de resserrer des liens entre la communauté, ça permet de partager éventuellement les problèmes que rencontre la communauté, et pas seulement quand nous avons besoin d'eux, mais également quand eh bien, la grande famille elle a besoin de nous. Et ça, c'est important. Et je ne remercierai jamais assez l'Université de Berkeley qui nous a accordé eh bien, la moitié de sa propriété pour pouvoir construire ce site. Il nous a également accordé son partenariat au tout début, quand nous avons décidé de créer ce centre. Eh bien, l'Université de Berkeley nous a beaucoup soutenus. Et je remercierai également toutes les personnes, les volontaires, les personnes qui se sont manifestées et les bénévoles qui ont bien voulu donner de leur temps pour pouvoir monter un site ensemble. Ces anciens qui étaient là également, qui avaient soutenu et pour qui nous avons également œuvré pour que, eh bien, ils puissent trouver en ce site, eh bien, un lieu de partage, un lieu physique dans lequel ils pouvaient se retrouver pour pouvoir transmettre aux enfants et bien sûr et à toute personne désirant apprendre un peu plus de sa culture. C'est la première fois que je m'exprime en français ici, dans ce site, puisque nous avons comme principe que dès lors où nous entrons dans ce site, eh bien, on parle notre langue. Et ça permet également aux enfants de faire l'effort et également aux enseignants qui disent qu'ils ne peuvent pas parler, mais bien souvent on s'aperçoit qu'ils peuvent dire 2-3 mots, mais parce qu'ils sont gênés d'aligner 2-3 mots, parce qu'on a peur de faire des fautes. Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, je fais l'effort de parler eh bien, le français et je suis très heureuse de pouvoir le faire. Alors, Atitia, vous voyez, nous avons sur une moitié, nous avons donc tout ce qui est destiné à la recherche, donc à la station de l'université de Berkeley. Et la propriété, si on veut, nous l'avons héritée de M. Gump, qui vivait là depuis les années 50. Et on l'appelait capitaine ici. C'était quelqu'un de très respecté. Et à son départ, avant qu'il ne meure, il a dédié cette terre à l'université de Berkeley, avec une petite promesse en disant qu'en essayant d'installer un centre de recherche, eh bien, c'était un moyen également de rendre à la communauté, de rendre aux habitants de Moria ce qu'ils pouvaient rendre en termes de connaissances. Donc, avec le partenariat, nous avons créé cette association avec Berkeley et nous avons, sur ce site-là, organisé donc la construction d'un centre culturel éducatif. Bien alors, Atitia aujourd'hui, eh bien c'est quoi? C'est ce que vous voyez, donc 2 wharepote que nous utilisons comme dortoir, mais également comme pièce multi-usage. Donc ça peut être un restaurant un jour, mais demain ce sera peut-être un dortoir pour les enfants ou une salle d'activité. Donc nous avons 2 blocs sanitaires, un amphithéâtre. Le premier phare en haut qui sera destiné à la médecine traditionnelle, parce que ça, c'est un volet que nous avons toujours rêvé créer. Et le phare à Himaa. Ici, nous avons la maison bioclimatique. Et en haut, nous avons un projet de construire une grande salle de conférence avec 2 salles de classe et des sanitaires. Donc là, nous sommes déjà dans la projection de pouvoir agrandir le site et construire éventuellement une grande salle de conférence un peu plus haut. Atitia, comme je vous avais dit, est déjà une plateforme d'échange, de transmission intergénérationnelle. Et en fait, pour nous, il est important de pouvoir se placer dans cette perspective pour pouvoir former de futurs gestionnaires de notre patrimoine, de notre héritage bioculturel. Et j'insiste sur le fait que c'est également un espace physique, parce que cet espace physique, il est important dans la relation que nous avons avec la Terre,
dans la relation que nous avons avec les plantes, avec tout ce qui est présent. On a besoin de cet espace physique pour s'ancrer dans sa propre culture, en pratiquant toutes les activités et en pratiquant bien sûr au quotidien sa langue. La langue est vraiment importante parce que ce n'est qu'avec ça qu'on peut donner du sens au fait à la nécessité de parler la langue, de comprendre sa langue et le placer dans une situation où il a sa langue au quotidien, où il utilise sa langue lorsqu'il agit, eh bien, je pense que pour nous, c'est vraiment un atout essentiel pour les enfants. Après, c'est un site de rencontre, de partage entre élèves, professeurs et bien sûr experts. Alors, nos objectifs, quels ont été nos objectifs au départ? Bien sûr, ça a été de collecter. Ça a été la plus grande phase, la collecte d'informations, la collecte de savoir-faire et de connaissances traditionnelles. Nous avons mis presque 4 ans pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup de difficultés à surmonter. D'abord, parce que chez nous, la connaissance n'est pas partagée avec tout le monde, avec tout un chacun. La connaissance, elle est partagée dans sa famille, dans sa lignée généalogique et avec des principes et des, comment on va dire, des règles très formelles quant à l'utilisation de ce patrimoine. En plus, il y a également cette force de se dire que la connaissance, quand on détient cette connaissance, c'est un pouvoir que peuvent détenir certains gardiens du savoir, hein, je vais les appeler comme ça, au sein de la communauté, parce que c'est également un rôle que détiennent certaines personnes qui ont ces pouvoirs, certains depuis la naissance, d'autres dans la lignée familiale, et le groupe, si on veut, le groupe social les reconnaît en tant qu'experts de ce domaine. Donc, nous avons mis 4 ans, parce qu'il fallait se mettre d'accord sur quels étaient nos objectifs, quel en était l'usage, qu'allons-nous faire de ces connaissances? Vous venez chercher chez nous, vous venez piocher chez nous, mais qu'allez-vous faire de ça? Vous faire un livre? Vous allez vous faire de l'argent? Vous allez partager avec qui? Avec des chercheurs qui vont se chercher un nom, qui vont se trouver un nom parce qu'ils deviendront célèbres. Voilà, c'est tout ça. Il faut s'asseoir et bien réfléchir et bien se dire, bon voilà, on est là pour entendre, on est là pour partager, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'allons-nous offrir à nos enfants aujourd'hui? Qu'allons-nous offrir à nos enfants pour demain? Qu'est-ce que vous avez? Si vous pouvez le faire, faites-le. Nous, il n'y a pas de problème. Mais si on doit le faire ensemble, quelles sont vos conditions? S'il faut faire des concessions, on les fera, ces concessions, mais il est important de comprendre les enjeux qui sont liés aux porteurs de savoir et des enjeux qui sont liés à la transmission du savoir et à l'usage de ce savoir. Donc, bien sûr, je ne parlerai pas de la propriété intellectuelle, je ne parlerai pas de la transcription de ces données parce que, voilà, nous avons mis 4 ans, sinon 5 ans. Au bout de 5 ans, nous avons pu commencer. Donc, nous avons collecté déjà certaines données auprès de certains détenteurs de savoir, gardiens de savoir, et cela passe par, on ne va pas parler de savoir extraordinaire, connaissance de son milieu, la relation qu'on a avec son milieu, la connaissance des plantes, l'usage de certaines plantes, la connaissance du calendrier lunaire, la connaissance de l'océan, de la mer, toutes ces activités-là, eh bien, ça rentre dans des mécanismes où on doit apprendre à être humble. D'abord, la première règle, c'est l'humilité. L'humilité est importante parce que quand on aborde, eh bien, on sait qu'on se met au même niveau que celui qui va nous donner. Et beaucoup de patience, être armé de beaucoup de patience, être armé de beaucoup de compréhension également et beaucoup de qualité de pédagogue. Collecter, enregistrer, transcrire, les mettre sur papier, ce n'est pas tout. On va essayer également de bâtir des séances où ces aspects culturels sont importants et il faut les faire passer. Et comment on va les faire passer? Notre plus grand souci, ça a été de nous dire,
on détient ça. Mais est-ce que vraiment c'est vérifié? Comment on va vérifier la pertinence de certains? Quand Papa Mapé nous dit, mais tu peux met peu nar o e hotu rawe o wahine met peu nar o ta me tatau hare o rawe o tani. Ah, d'accord. Là il nous parle de sexe des plantes. D'accord. Nous, avec notre connaissance occidentale, on essaye de se mettre là-dedans et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Ensuite, il nous parle de Magnotta. Il nous dit, bon, voilà, vous avez des branches de Magnotta, là, des rejets, et vous allez prendre les pieds femelles et vous allez les planter. Ne prenez pas les pieds mâles. Les branches mâles, attends, non, là, papa, on ne te suit pas. Hein? Donc, cette conception-là de mâle et femelle, c'est bien sûr toujours attaché au rituel de fertilité. Le hotu, théora, tout ça, c'est dans ces concepts-là. Tu ne prends pas sans rendre. Tu prends et il faut que ça reproduise, ça se reproduise. Cet esprit de toujours penser au développement durable, on est là-dedans, on est toujours là. Tu ne vas pas prendre à la nature sans que toi, tu as une responsabilité avec la nature. Donc, je reviendrai un peu plus tard. Et après, bien sûr, tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, eh bien, on doit s'engager dans la communauté. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Quel avenir allons-nous donner à nos enfants? Quel avenir allons-nous poser là pour pouvoir permettre à nos enfants de continuer et de bénéficier de ces connaissances? Et ensuite, bien sûr, l'intégration de ces connaissances et de ces pratiques dans des systèmes de gouvernance locale. Donc, on parle du PGEM, on parle du PGA, mais où est la communauté dans tout ce dispositif moderne? Hein? On va parler de... Voilà, on parle d'un dispositif qui a été calqué ailleurs, qu'on va essayer de transplanter ici, mais où sommes-nous? Et c'est bien souvent la question que se posent les habitants de l'île. Nos actions et domaines d'intervention, donc on voit qu'au niveau de l'Université de Berkeley, il y a des programmes, donc ils ont 3 missions. Il y a 3 missions. La première mission, c'est bien sûr la recherche. Hein. La deuxième mission, c'est l'éducation, puisqu'ils forment des jeunes étudiants à devenir chercheurs. Et la troisième, bien sûr, c'est de s'occuper également de la communauté et des enjeux et de la sensibilisation de la communauté aux programmes scientifiques, programmes de recherche qui sont menés. Eh bien, nos actions, elles se situent à l'intersection de ces domaines-là. Donc, on peut mener des activités à dominante culturelle, également des programmes de recherche avec certains experts de la connaissance traditionnelle et certains chercheurs, mais également des programmes éducatifs à dominante scientifique. Donc là, nous avons par exemple certains champs et certains programmes qui sont mis en avant. En ce qui concerne des programmes de recherche, je ne cite que quelques exemples. Là, nous avions un expert en... C'est vraiment l'atlas du monde marin, toute la connaissance du milieu marin, c'était Papa Mapé. Et maintenant, on le regrette parce qu'il est parti trop tôt, mais nous avons également son fils qui est là. Et avec lui, nous avons fait tout un travail d'identification des toponymes, et également des toponymes, des antonymes, on les appelle, je crois, dans la mer. Et pourquoi c'était important pour lui? On l'a beaucoup entendu et le but, ce n'était pas seulement de détenir ses savoirs, c'est pourquoi pour lui, il était important d'avoir ces connaissances. Et je me souviens d'une phrase qu'il dit quand les chercheurs lui disaient « Papa, tu as admiré les images qui nous montrent les courants qui parcourent ce lagon. Et tu nous dis que les courants dans les lagons ont des noms. Et ces noms sont très pertinents. Est-ce que tu peux nous dire si les vagues ont des noms? Et Papa Mapé de répondre, je ne comprends pas votre question. Pourquoi voulez-vous que les vagues aient des noms? Bien sûr qu'en haïtien, la vague, elle a un nom. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas la vague qui est important, mais c'est le bruit que fait la vague quand elle tape sur le récif. Parce que ce bruit-là, il nous permet de déjà prévenir du danger.
quand on sait que ce bruit-là est là, cela veut dire que pour nous, le To'era va arriver dans 15 minutes et tu as besoin de lever l'ancre et d'étaler au plus vite. Ça, pour nous, c'est important. Donc, ça, ce sont des aspects auxquels on ne prendrait pas, on ne ferait pas attention si lui n'était pas là pour nous dire, voilà, vous voyez, la connaissance, elle fait partie, elle est vécue par tous nos sens. L'oreille, hein, la vue, on le voit, le toucher, l'odorat et tout ça. Et pour lui, avoir cette connaissance-là, ça permet aux enfants de survivre, ça permet de pouvoir prévenir du danger. Et ça, c'est notre rôle également. Quand il nous dit, bon ben voilà, vous vous asseyez sur cette pirogue et vous écoutez ce bruit-là. Nous avions mis presque 1 heure à pouvoir percevoir ce bruit. Pourquoi? Parce que notre oreille n'était plus préparée à pouvoir entendre ce bruit. Ce ressac de la mer qui vient à un certain point de l'île et qui prévient la population, ah, là, nous aurons, dans 1 heure, nous aurons ce vent-là. Donc, ça, ce sont des éléments qui permettent la lecture de notre environnement et une lecture quotidienne que l'on voudrait faire passer à nos enfants. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ici, nous avons par exemple, c'est un projet que nous avons mené, c'est le projet Biocode. Et ce projet nous permettait d'identifier, puisque Biocode a mené un projet qui était de faire l'inventaire de tout l'écosystème d'une île. Donc, de toutes les espèces en partant du sommet de la montagne à 100 mètres de profondeur à l'extérieur du récif. Et donc, chaque expert dans chaque domaine eh bien, était là, était descendu pour pouvoir faire un inventaire de ces espèces-là, de les barcoder, de les identifier, de rentrer tous les éléments, de constituer une base de données. Si bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à voir et à essayer de comprendre la chaîne alimentaire. Par exemple, un poisson, on va le prendre, on va le vider, on va prendre son estomac et on va voir, on va passer l'ADN, on va extraire l'ADN et on sait de quoi il se nourrit. Donc, pour nous, il est plus facile de constituer et de retrouver d'autres espèces dont dépendent les poissons. Donc, un travail qui a été fait minutieusement avec Papa Mapé, où Papa Mapé était là pour identifier les espèces. Et il était capable de pouvoir dire, bien voilà, sur cette carte-là, on lui donne une carte qui contenait à peu près 800 espèces, mélangées, confondues. Et il regarde ça et après 2 minutes, il dit, ce poisson-là, il n'a pas cette taille normalement. Parce que ce poisson-là, il doit être plus petit que celui-là. Parce que quand il devient comme ça, on l'appelle comme ça. Mais là, à ce stade-là, tu l'as grossi, donc ce n'est pas bon. Il faut refaire cette image-là. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de dire, mais papa, comment tu as fait pour reconnaître ça? Quels sont les éléments, quels sont les critères que tu as utilisés pour pouvoir reconnaître ces espèces? Donc là également, on fait naître, on fait émerger un petit peu ces critères qu'ils avaient acquis. C'était des critères qu'ils ont eus, qui ont été transmis et qui lui ont permis de pouvoir identifier, de pouvoir pêcher, de pouvoir calculer les saisons, de pouvoir mieux connaître son environnement. Et ça, c'est important dans la transmission des connaissances. Donc, les programmes éducatifs à dominante scientifique, ça, ce sont des programmes qui sont menés par les animateurs de Atitia. Et nous avons là, par exemple, Terava qui conduit ces activités, mais également d'autres personnes, des étudiants-chercheurs qui sont là. Là, nous avons, par exemple, un Tupa Survey, donc où on pose des hypothèses, les enfants expérimentent, ils posent des hypothèses, ils expérimentent, ils vérifient et ensuite ils donnent une conclusion qui va donner naissance à une autre expérimentation. Donc là, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc là, vous voyez que les enfants participent, ils écrivent, ils sont vraiment mis en situation de recherche. Donc le projet Biocode, qui est là également, et donc ils découvrent un petit peu la biodiversité. Ils ont l'occasion de pouvoir toucher. Nous avons des bacs où les enfants peuvent toucher les espèces, découvrir, poser des questions et bien sûr avoir des activités qui tournent autour de ça. Et bien sûr, on va arriver au point
sur lequel je vais m'étendre, c'est surtout les ateliers culturels. Alors pour nous, il y a bien sûr toutes ces activités de recherche qui sont là. Et là, nous avons de la chance d'avoir des chercheurs qui viennent du monde entier, mais également du pays. Hein. On ne va pas chercher ailleurs, mais il y a également des jeunes qui sont là. Nous avons des étudiants qui sont là. Et à l'occasion, vous allez peut-être entendre Steve, qui est un chercheur et qui mène un projet de recherche sur l'acidification des océans. Et en fait, le lien, le feedback, il revient à Aditya de pouvoir créer des programmes scientifiques ou des programmes à dominante scientifique pour pouvoir vulgariser, sensibiliser la communauté, mais également sensibiliser les enfants aux défis que nous allons relever dans le monde à venir. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cet aspect culturel. On se pose toujours la question. Chez nous, on est tous enseignants. Dans nos écoles, on essaye de parler le tahitien, on essaye de faire des séances en tahitien. On est complètement vidé à la suite de séquences en tahitien et on ne trouve pas suffisamment d'éléments pour pouvoir mener ces activités à l'école. Eh bien, je dis que dans un centre comme celui-là, eh c'est déjà un laboratoire ouvert où les enfants, comme les sciences, eh bien, vont mettre la main à la pâte et ils vont essayer de cueillir, ils vont manipuler, ils vont manier tous ces instruments, ils vont essayer d'être en relation avec ces experts qui sont là et ils vont travailler pour mieux connaître leur environnement, mieux connaître les usages. Donc, nous travaillons beaucoup avec le partenariat d'autres associations et c'est bien parce que ça crée des liens. Donc, nous avons ici Fafaïté. Ici, nous avons des ateliers sur le tapa. Ici, nous avons également des ateliers sur la meilleure connaissance sur les jardins et meilleure connaissance des plantes. Les usages également, les différents usages des différentes plantes qui composent ce jardin. Bien sûr, des activités orientées sur une meilleure connaissance de la nature, des vents et tout ça. Et une activité très sage du Niao, du Pandanus, un peu comme on fait actuellement dans toutes les écoles. Donc là, on voit bien des échanges sur l'environnement, la nature. Nous menons également des travaux avec la communauté, avec les habitants d'ici. Nous organisons des conférences où les conférences sont traduites. Donc, les conférences peuvent être données par des chercheurs ou également par un expert comme voilà, notre ami Franck Tapoutoir qui vient également donner des conférences sur le calendrier lunaire. Ou bien d'autres experts. Là, nous avons fait par exemple une réunion avec tout le village de Popo. Demain, que mangerons-nous? Et donc là, nous avons invité les hôteliers, les restaurateurs, la mère de famille, le papa, le pêcheur, l'agriculteur. Une question, demain, que mangerons-nous? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mangez? Demain, que mangerons-nous? Un commerçant. Et là, on partage un petit peu beaucoup d'informations sur... bien, moi, je fais venir 4 tonnes de poulet par semaine. Ah ben nous, on mange voilà, un poisson par jour, un hopu. Après, on ne peut plus manger du hopu, on va manger beaucoup de boîtes de conserve, mais on prend surtout du 3-7. Hein? Donc, beaucoup de questions comme ça où les gens partagent et on essaye de collecter ces données pour pouvoir rentrer dans une grosse banque de données. Donc, ça, ce sont des ateliers que nous menons également avec la population. Là, nous avons des échanges avec les écoles, avec le collège. Donc, nous avons des échanges avec des classes qui viennent des États-Unis, mais également, ça donne l'occasion au collège, au lycée agricole de Opunho de pouvoir pratiquer l'anglais, de pouvoir s'exprimer et de mener éventuellement des projets communs. Beaucoup d'échanges culturels avec des étudiants qui viennent d'ailleurs, de New York, de Berkeley, de Hawaï, Wallis Futuna, enfin de tout le Pacifique. Et nous avons également une certaine dominante pour accueillir les touristes. Donc, pourquoi pour nous c'est important? Parce que c'est une source de revenus, c'est un moyen pour nous de se faire un peu d'argent, mais en même temps c'est une bonne plateforme pour pouvoir inciter nos animateurs à parler la langue. Hein, donc, à s'exprimer en anglais, à essayer de se faire comprendre, à essayer de se retrouver et pouvoir
essayer de traduire et de parler de sa culture, de parler de soi devant des touristes. Donc nous les accueillons et nous pouvons également faire des activités. Les partenariats, je vous ai cité tout à l'heure, avec les associations. Donc là, par exemple, pour le mois de septembre, l'association Tatao Imoria organise du 12 au 19 septembre un événement culturel sur l'île de Moria, mais qui sera destiné également aux écoles. Donc nous allons faire passer toute la documentation pédagogique qui pourrait être exploitée par les écoles pendant ce festival. Donc c'est vraiment une plateforme générale. Donc notre impact sur l'association Tepuatitia, c'est surtout le nombre d'élèves que nous avons accueillis jusqu'à maintenant, sans compter les 5 premières années. Nous sommes aujourd'hui en 11 880 élèves. Je n'ai pas parlé d'adultes, hein, que les élèves. Nous avons des programmes, des kits pédagogiques que nous avons mis en place. Mais aujourd'hui également, avec Tetiaroa Society, nous organisons une autre plateforme sur Tetiaroa et où nous donnons l'occasion à des enfants, à des enseignants également de venir à Tetiaroa et surtout ouvert aux enseignants et directeurs d'école de Haroué parce que nous voulons privilégier cette relation avec la commune de Haroué dont Tetiaroa dépend administrativement pour créer justement une ère où les enfants pourront beaucoup apprendre d'un atoll, mais également beaucoup apprendre l'histoire de Tetiaroa, l'importance de Tetiaroa dans notre société et en même temps l'importance d'une préservation, d'une conservation. Voilà, donc le nouveau site est également à Tetiaroa, donc je vous invite à prendre connaissance sur le site culturel. Et oui, alors, je voudrais remercier Stéphanie et Roland qui se sont déplacés à Tetiaroa pour voir les lieux. Patrick, qui est là présent également, a vu les lieux. Il a eu l'occasion d'organiser un stage là-bas pour les enseignants sur le développement durable. Je pense que c'est une thématique du secondaire qu'il faudra exploiter et utiliser les laboratoires de Tetiaroa, l'environnement de Tetiaroa comme une vitrine, un laboratoire où on pourrait apprendre le développement durable. C'est un bel exemple. Maintenant, je vais insister beaucoup plus sur le patrimoine. Pourquoi pour nous, c'est beaucoup plus important. On est vraiment focalisé sur les connaissances, les savoir-faire, le patrimoine culturel et naturel. Bien. Les définitions, je les ai prises sur Wikipédia ou sur ordinateur. Je vous dis, voilà, c'est le patrimoine culturel. Il comprend quoi? Il comprend le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Bon, je passe là-dessus. Vous pouvez voir, c'est quelque chose que vous allez aborder, que vous allez voir. Mais pour moi, je vais me servir de ça. Je vais me servir d'une citation de Papa Mapé qui dit « E ono no te umapeiti. Ten ia voi te wao to ume tua tāne. Ai te voi haere tapira. Te ie wahai o tō uora. Ho e noa tō ureo. Vautara, te ie wahai o vautara. Ho e noa tō ureo, te reo teiti. I hara e man au e tau tainoa tau uhipa. Ta atahere atu o voi tō uwhenua. Te titau atu arame, te titau atu arat whenua, I tō tātou rima. Donc, je vais prendre ça parce que ça résume complètement notre objectif. Pourquoi pour lui, cette place, cet endroit qu'il a, ce village de Papetoué, c'est sa vie. C'est sa vie, il se reconnaît dans cet endroit parce que pour lui, cet endroit, c'est lui. C'est ce qui fait lui, c'est ce qui fait sa personne. Et pour lui, il n'a qu'une langue, c'est sa langue. L'importance de sa langue. Donc, on va exploiter ça et essayer de voir pourquoi ces propos-là sont vraiment... Et à chaque fois, il revient là-dessus. Il revient sur ces points-là parce que pour lui, il était important que l'on prenne conscience de notre relation avec notre environnement. Cette relation avec notre environnement, dans notre langue, elle fait
vraiment toute l'éducation de nos enfants. Donc, l'appartenance à un milieu pour nous, travail. O vauia, vau travail. Tout amour à travail, mais faut faire. Mon lien avec ma relation avec cet endroit est importante. Tout comme cet endroit, cette plante a une relation avec cet endroit. Quand il nous dit, Yaite oto tum hotu, et hanitra no tenho. Ça veut dire qu'un hotu qui pousse au bord de la mer attire le nho. Le poisson-pierre. Donc pour lui, il y a une relation, il y a un lien avec un endroit et une espèce. Un habitat et une espèce. Mais en même temps, ça ne s'arrête pas là. Quand il nous dit, ya otowe utarutra trapohue. No te mea trapohue, no te aoi traputanho. Donc, plus loin, vous avez une liane. Et cette liane, elle est importante pour soigner les piqûres de Nho. Donc, pour lui, l'importance, le lien à l'habitat de chaque espèce est important. Et nous devons de respecter cela. Et ça, c'est très difficile à faire passer au niveau des enfants. Et on peut le faire avec des histoires, avec des contes, avec la découverte des plantes, de cette plante, avec la manipulation. On va l'amener à utiliser la plante, on va l'amener à mieux connaître cet arbre et mieux connaître les relations entre ce poisson, cet arbre et cette plante. Alors, pour nous, on voit bien sûr ce qu'il essaye de nous traduire, mais après on essaye de voir ce que nous allons traduire, comment nous allons faire pour pouvoir passer cette information aux enfants. Donc, nous apprenons tous de notre environnement, vous êtes tous d'accord? On a tous les éléments là, les plantes, les animaux, la terre, le ciel, Terutei Mareva, on en a parlé, on entend dans tous les chants, dans toutes les danses. Pour nous, c'est vraiment important et en fait, ils ont cette connaissance, ce sont des scientifiques, nos anciens, ils ont observé et ils ont gardé l'essentiel pour la survie. C'est l'essentiel uniquement. Terito, tapeme oe terito, terirata oe horwa itatato motamari. Bien. Après, en fait, ce qu'il nous faut, nous, notre étape à nous, c'est que quand nous avons cette compréhension, quand nous, il essaie de faire comprendre que ça, c'est important, eh bien, nous, à partir de ce moment-là, on change notre vision du monde. Petit à petit, on essaye de délaisser ce que nous avons appris de l'école et on essaye tout doucement de glisser vers cela pour essayer de se dire, est-ce que c'est vraiment un chemin? Mais ce n'est pas facile. Parce que quand on a reçu une éducation à l'occidentale, on n'a plus envie de se détacher de ça. On essaye de suivre parce qu'on sait que là, c'est la sécurité parce qu'il y a les programmes et il faut que ça concorde avec les programmes, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes tous d'accord. Nous avons expérimenté cela. Mais comment allons-nous traduire ça en termes de compétences, en termes d'objectifs scolaires pour que les enfants puissent comprendre l'humilité? Comment je vais aborder ma relation avec mon environnement? Cette humilité, apprendre à écouter, apprendre à respecter lors du partage avec les anciens. Donc, et en fait de se dire également que tout le monde a sa place dans la communauté. Même quelqu'un qui fait du tressage, il a quelque chose à nous apprendre. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour pouvoir lui dire de venir nous apprendre. Parce que lui, il a acquis d'une certaine manière ses savoirs ou cette connaissance. Tout est après dans la pédagogie que nous pouvons utiliser chaque enseignant. Ça, je l'ai déjà dit. Et en fait, le fait de considérer que tout le monde qui est là, on revient au Poufeti, on revient à la famille élargie et de se dire que chaque membre de cette famille élargie, eh bien, c'est un enseignant, c'est mon maître.
Si j'ai envie d'aller à la pêche, je vais à la pêche avec tonton, machin. Si j'ai envie d'aller à Tairipo, eh bien, j'irai avec ce tonton, même si ce tonton, il est très éloigné, bien, j'irai là-bas pour apprendre à Tairipo. Donc, en fait, c'est cet apprentissage avec de multiples facettes. On nous apprend la pédagogie différenciée en classe. Eh bien là, on vit en pédagogie différenciée parce que chaque personne a un apport différent par rapport à ce que nous avons à apporter. Et je pense que les enfants sont bien mieux dans des situations comme ça. Ceux qui ont vécu des situations comme ça et qui viennent ici et nous disent « je ne reconnais plus cet enfant ». En classe, il ne parlait pas. Et là, aujourd'hui, bien, je le vois évoluer, il crie, il parle même le tahitien. C'est la première fois que je l'entends parler. Donc, on a des situations comme ça et vous les savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Un point très important, c'est que quand on est assis près d'un ancien et qu'il nous dit, qu'il nous transmet quelque chose, cela s'accompagnera toujours d'une note personnelle et il va le dire hein? Bien souvent, ces anciens nous disent voilà, je te donne que ça, mais toi, tu te dois de faire une démarche personnelle. Et quelle est cette démarche personnelle? Cette démarche personnelle, c'est justement découvrir par soi-même ce qu'il vient de te transmettre. Et continuer, faire son cheminement personnel pour acquérir l'expérience. Jamais on nous donnera tout sur un plateau d'argent. Jamais. Même, il faut vraiment être privilégié, comme dans une famille où le père est constamment là et que l'élève est là, eh bien, là, on pourra avoir, et encore, il se doit d'aller dans la mer, il se doit d'aller plonger, il se doit d'aller vérifier, revenir, remettre, réajuster pour pouvoir continuer. Donc, cette remarque-là, nous l'avons beaucoup vécue. Hein? Tu te dois de continuer. Cette démarche personnelle, elle est également essentielle. On est bien sûr dans la pédagogie également. Hein? Et là, on ne passera pas à côté. L'importance de notre langue. C'est vraiment important. Un ancien de notre village qui est resté vivre dans sa communauté et qui a appris sa langue, parfois au contact des générations précédentes, eh bien, ils ont une interprétation bien spécifique par rapport à ce qu'ils transmettent. Ça, je veux expliquer. Quand on est dans une démarche, par exemple, de protection, de préservation de la nature, d'un lieu, hein, des zones, et quand un papa nous dit « Moitewe, trap ai vahi. Riro noana travahai e vahi tautei ai vahi tai ar anamatu. » E i o mo metu hene hare e tautei e mautamari. Hap irei o nei tra mautamari e ia horo noa tra ne ne o nei tautei. E tapira o i tra tamari i o e whahiti e ti ai rutu i tra tamari e tiare e tautei. Donc, ce lieu-là, pour lui, il est important parce que c'est là que je établis ma relation avec cet endroit. Et aujourd'hui, quand on protège cet endroit, quand on l'empêche d'y accéder, parce qu'on pense que extraire une ressource, ça permet de protéger également, eh bien oui, ça permet de protéger, mais également, quelque part, ça réprime les habitants de la communauté. Parce que ces personnes, il n'y a pas de substitut. On va créer un espace, on va se dire, oui, on va tous protéger, mais avons-nous vraiment pensé à toutes ces personnes à qui on impose un fonctionnement, mais qui n'est pas celui de la communauté, de ses valeurs, de sa manière de penser, de sa manière de voir. Et ça, c'était important. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment flagrant, c'est le village de Papetoe. Si vous voyez le village de Papetoe, il est vraiment réduit. C'est le plus petit village de Moria. Et à cette époque-là, pendant des années, c'était vraiment la spécificité de Papetoe, c'était d'organiser la pêche à la bonite. Pourquoi cette pêche à la bonite était importante pour Papetoe? Parce que c'était un moment de cohésion sociale.
parce que c'était un moment de partage de connaissances, d'apprentissage de la communauté, des jeunes de la communauté, à exploiter cette ressource. Mais surtout, pourquoi c'était important? Parce que ça permet de lever la pression au niveau des techniques de pêche sur les patis, sur les oumés, on essayait d'amener la population à une autre pêche qui est la pêche pélagique. Eh bien, si on n'a pas compris ça, si on n'écoute pas ça, eh bien, notre système de protection, eh bien, il n'est pas valide. On a réprimé, on a condamné un village à ne plus avoir accès à sa connaissance, ne plus avoir accès à ses pratiques de formation, également de culture de la paix et de la cohésion sociale, parce que c'est dans ces moments-là, quand toute la population participe à une pêche à la bonite et qui rentre avec une bonite par personne, par famille, eh bien c'est le moment où on va se dire « Hey, ça y est, on a fait la paix. » C'est la culture de la paix également, ces moments-là où on a toutes ces connaissances. Mais ça, je dis, il faut que constamment dans nos dispositifs de préservation, eh bien ça doit être en avant. On ne doit pas lâcher cela, le bien de la communauté, pour un développement économique basé seulement sur la prise en compte du touriste. Il faut le dire, il faut se le dire. Moi, je le dis parce que je sais, je ne dis pas tout connaître, mais je les entends, ces personnes-là, qui viennent nous dire. Quand ils nous disent, pour moi, ça me permet d'avoir au moins un repas apporté par une maman dans notre famille, un repas par semaine, pêché par la maman et par les enfants, apporté par la maman. Aujourd'hui, vous avez tout détruit. Aujourd'hui, nos mamans, elles vont au bingo. Par justement la suppression de ces... Et je voudrais que ça, dans votre tête aujourd'hui, eh que ça résonne. Parce que ce sont des aspects culturels auxquels on ne prête pas attention. Mais ça, c'est vraiment des aspects qui touchent l'habitant de cette île, les personnes qui vivent sur cette île-là et qui devront faire face parce qu'ils devront supporter quelque chose qui a été mis en place, pas pour lui, mais pour tout le monde, mais pour les autres également. Mais lui, il est là, il reste là, il est chez lui, il reste là. On est chez nous. Eh bien, c'est là où on bâtit notre langue, c'est là où notre langue s'enrichit, c'est là où elle donne du sens, c'est là où elle prend sens. C'est dans des moments comme cela. La langue, elle est là pour apporter la paix. La langue est là pour pouvoir discuter. La langue est là pour pouvoir partager. La langue est là pour pouvoir mieux se comprendre. C'est limite où on doit parler notre langue, où on peut se permettre de pouvoir échanger. Ça, c'est important. Et on ne peut pas échanger sur d'autres bases, sur d'autres concepts que d'abord le concept, la vision polynésienne de sa relation à la nature, de sa relation à l'espèce et de sa relation avec son monde. Et c'est Dieu. Donc, pour moi, l'importance du patrimoine, l'importance de la culture, c'est vraiment le rôle central. Et bien souvent, c'est le chaînon manquant de notre développement. Bien souvent, on met en avant développement touristique, développement machin, développement, mais on n'a pas pensé à la culture. Oui, on a pensé à la culture, mais c'est quoi? C'est amouré, la danse, le machin, mais le rito, hein? L'importance, la profondeur de cette vision polynésienne, c'est quoi? On n'y a pas pensé. On a juste collé, oui, allez, tu vas chanter un moment, tu vas danser un petit peu, tu vas te trémousser un petit peu, tu vas battre un petit peu, c'est bon, tu as fait ta culture. Eh bien non. Non. Donc, c'est important dans la prise de décision de gestion environnementale. Et donc, dans ces décisions de gestion environnementale, eh bien, quand déjà le sens du lieu, de l'importance du lieu est pris en compte, eh bien, on a moins de risques d'avoir justement des décisions comme « Ah, mais nenhero travail. Nenhete, mais nenhef ati aho e hotera io nenhef anho e vahino te mia anho matet et anna touriste. » Mais ce qu'on voit au-dessus,
c'est joli. On se limite à l'aspect panoramique, joli, hein? Mais ce qu'il y a en dessous, c'est la vie des habitants. C'est ça qui est le plus important. C'est ce qui fait vivre une population. Donc, bien souvent, Papa Mapé nous dit, mais tu peux, et on voit tato iten henher out e vahi, aite ye oi faito maite itona faufa, ho honu, iroto ito oe orara. Aite ye oi fa hoira, tate natura, eti ei meira e titau meira yaoe. C'est-à-dire que tu te limites, si tu te limites uniquement à la beauté d'un panorama, tu n'as pas bien mesuré l'importance de ce site, parce que l'importance de ce site te demande comment tu vas rendre à cet endroit. Tu vas l'exploiter, mais comment tu le rendras? Est-ce que tu vas continuer à préserver? Est-ce que tu auras toujours cette relation avec cet endroit privilégié? Je répète que bien souvent, les politiques assimilent le sens du lieu, hein, au décor, et toujours essayent de maximiser, hein, les qualités esthétiques, mais en réprimant justement plutôt que de nourrir la relation d'appartenance. Donc, en le coupant de ce milieu, eh bien, on l'extrait justement de cette notion d'appartenance à ce milieu. Parce que tu l'as réprimé dans ces dispositifs-là. Il n'a plus envie de partager, il n'a plus envie de... Et c'est pour ça qu'on se dit, oh, le Polynésien, il s'en fout éperdument. On parle de ça, mais... impossible de le sensibiliser. Pourquoi? Parce que quelque part, eh bien, on a coupé ce lien qu'il avait avec la nature. Et ces objectifs-là qui le tenaient à son environnement, eh bien, ont disparu par rapport à cela. Donc, on a beaucoup parlé de rahoui. Et bien souvent, on réduit le rahoui à vraiment une pêche traditionnelle avec un dispositif traditionnel qui permet l'accès temporaire à la ressource, à une espèce. Bon, vous avez eu beaucoup d'informations par rapport à cela. Je dis bien sûr que le rahoui traditionnellement, eh bien, ils ont mis en place un dispositif qui était valable à cette époque. Aujourd'hui, on doit évoluer avec toutes les composantes, tous les prestataires qui doivent évoluer sur des sites. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire, comme le disait Papa Mapé, quand on empêche un endroit, quand on empêche quelque chose, quand on le coupe de la société, d'un peuple, d'une communauté, il faut trouver un substitut. Comme il disait, si j'ai envie d'empêcher les personnes d'aller pêcher les pâtis, les poissons qui mangent les algues et tout ça, les coraux, si j'ai envie de les empêcher de pêcher, d'empêcher la surpêche, eh bien, je l'oriente vers une pêche pélagique. Et là, on trouvait des solutions par rapport à cela. Mais il y a tellement de prestataires, il faut trouver d'autres solutions et il faut éviter justement ce problème de justice sociale. Bien souvent, vous en avez entendu parler, on a l'impression de pouvoir favoriser les autres, mais que celui qui est sur l'île, eh bien, ne bénéficie en aucun cas de faveur par rapport à cela. Donc, ça, c'est important parce que ce sont des dispositifs qui vont peser vraiment lourdement sur la population locale, mais très peu sur les populations qui viennent de l'extérieur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors aujourd'hui et demain, donc pour nous, eh bien, je dis lorsque nos aînés opéraient cette transmission en accentuant sur les liens entretenus avec la terre et l'environnement, eh bien, ils transmettaient simplement des outils de survie, hein, qu'ils ont appris à connaître par l'observation minutieuse, qu'ils ont hérité des générations précédentes et qui pourraient être utiles
à toutes les personnes qui vivent sur cette île aujourd'hui, à tous ceux qui sont là, qui pourraient être partagés avec tous ceux. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faudrait que nous tous, on travaille à une bonne appropriation de ces connaissances pour mieux permettre à nos enfants de pouvoir relever les défis de demain. La conclusion, c'est vraiment une transition pacifique sur une société durable au moyen de l'éducation qui va au-delà de la classe. Donc, ces sites ont une importance dans un dispositif. On ne veut pas se substituer à l'école, mais on voudrait que ces sites soient un moyen pour l'école, pour les enseignants, de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans les classes, de pouvoir explorer au-delà et de pouvoir bénéficier de tous les partages dont nous avons été privilégiés avec ces anciens, avec ces détenteurs de savoir, avec ces gardiens du savoir pour pouvoir en faire bénéficier aux futures générations. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes d'aujourd'hui, vous êtes un cadeau, hein, un cadeau de la nature. Vous êtes le futur, notre futur, et vous avez droit à toutes ces connaissances. Donc, allez, levez-vous, Atitia et tout, prenez tout cela et essayez de faire comme vous le ressentez, comme vous avez vécu, essayez de le transmettre à d'autres générations. Donc, la dernière phrase, c'est pour nous sauver nous-mêmes, eh bien, nous devons retrouver notre humilité. Et ça, c'est la leçon que Papa Mapé nous a donnée, nous a dit. Il nous disait toujours, ça veut dire, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu l'as voulu, là. Hein? C'est ce que tu as gardé, toi, en tant que valeur. Mais tu peux évoluer. Tu peux toujours évoluer. Tu peux toujours encore apprendre et transmettre. Nous nous devons de transmettre. Voilà. Merci beaucoup.